Bonjour docteur Brie, docteur Philippe Brie. Philippe Brun. Nous sommes à Saint-Laurent-de-Monts pour l'Université des voies libres et vous allez intervenir demain. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, donc j'ai été pédiatre, de 1993 à 2015 en libéral, après avoir fait mon internat dans la ville de Tours, y avoir pris des gardes en tant que senior, et avoir complété, ma formation, de médecin par différentes, formations complémentaires en homéopathie, en aromathérapie, en nutrithérapie et en d'autres, techniques, de façon à augmenter, peu à peu, mon efficacité, à essayer d'aider mes patients. Voilà. Alors en tant que pédiatre, Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir la pédiatrie? alors justement, voilà, le choix de la pédiatrie, n'est pas venu tout seul. Je cherchais à poursuivre, mes études par l'internat de façon à être mieux formé et j'avais bien conscience que les spécialités, enfermaient dans sur un petit bout de l'individu, alors que j'avais déjà à l'époque une vision globale, on dit souvent holistique de la santé, heu et donc on m'a suggéré la pédiatrie et après quelques hésitations, j'ai pensé que c'était effectivement le bon choix, puisque en tant que pédiatre, on est le confident des parents, surtout des mamans, que l'on conseille. On s'occupe évidemment des enfants, mais pas seulement. Et finalement, j'aime cette vision un peu, globale de la santé de la famille, parce que si la maman, ne va pas bien, c'est toute la famille qui ira mal. Et donc, en intervenant sur les mères, beaucoup de pères consultent, mais il y a quand même une très grande majorité de mères, eh bien je pouvais faire, une action, de prévention, qui chez les enfants se prête très bien, voilà. Ce qui m'a d'emblée, on va dire, mis un peu à l'index, c'est que je me suis intéressé très vite aux vaccins, hein. Les vaccinations étaient pour moi un grand sujet de préoccupation, car, pendant mon internat, j'avais constaté, à l'hôpital des échecs, récurrents et j'avais constaté beaucoup d'effets secondaires et ce qui m'avait un peu, choqué, c'est que ces effets, on n'en faisait, aucune publicité, hein. C'est-à-dire que si les parents posaient des questions, on y répondait, à mots limités, à mots couverts, mais s'ils ne demandaient rien, on n'allait pas leur dire que telle, pneumopathie, venait, du dernier ROR ou cette je me rappelle, j'ai vu 5 cas quand même d'hémorragie généralisée suite, à une destruction plaquettaire par le fameux ROR, c'est-à-dire au vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Voilà, c'est le genre de choses ou, des convulsions prolongées, 20 minutes quand même, suite au ROR. Pour ne citer que ce vaccin-là, mais vous pouvez, imaginer qu'avec les autres, c'est exactement, pareil. Tous les vaccins ont beaucoup d'effets secondaires et ces effets secondaires soit passent inaperçus parce que les médecins ne sont pas formés, à les détecter ou à faire le lien, soit lorsqu'ils sont reconnus, ils sont minimisés et on essaye de se débarrasser, du problème, voilà. Donc voilà, j'avais cette expérience hospitalière et lorsque je me suis installé, bah, je me trouvais devant ma conscience qui me disait: «Voilà, que dois-je faire en tant que médecin? Que dois-je dire en tant que conseiller des familles?» Et donc, bah, j'ai beaucoup, étudié la question. D'abord avec quelques livres qu'une patiente m'avait prêtés de Fernand et Simone Delarue, qui sont un peu les précurseurs, de l'information sur les vaccins en France. Alors c'est vrai que rétrospectivement, j'adhère totalement, mais à l'époque, je lisais ça un peu surpris, parfois choqué, ils avaient des phrases du genre, «C'est pas les vaccinés, c'est pas les non vaccinés qui constituent un danger, mais c'est ceux qui se vaccinent qui constituent un danger pour les non vaccinés». Alors je trouvais, à l'époque, qu'ils poussaient un peu fort. Mais j'ai continué mes recherches, pour ne plus être dans le doute, pour ne plus avoir le cul entre 2 chaises, de savoir ce que je devais faire ou ne pas faire. Et donc, souvent les médecins s'arrêtent à l'inefficacité du BCG, ce vaccin contre la tuberculose, ou dans la tranche des années dont je vous parle, c'est-à-dire 95, 96, les effets secondaires évidents du vaccin de l'hépatite B. La plupart des médecins s'arrêtent là. Moi, j'ai voulu aller au-delà et c'est vrai que ça nécessite un effort particulier parce que au delà c'est remettre en cause tout l'enseignement et toute notre vision des choses. C'est remettre en cause, le dogme pasteurien,
avec son petit calot, ses petites lunettes et son microscope, c'est casser tout une vision qu'on nous a donnée de la société, avec une science, qui est là pour, améliorer la santé des gens et cetera. Voilà et donc Il faut une grande force intérieure pour faire ça. oh, je dirais pas ça et non, c'est simplement que j'ai suivi ma conscience, il était hors de question pour moi d'être responsable d'un geste qui allait, attenter, à la vie d'un enfant ou compromettre sa santé donc c'est surtout ça. Je devais savoir de façon à ce que je sois en accord avec ma conscience et de fil en aiguille, bah, j'ai poussé, 30 ans, de recherche sur les vaccinations, ce qui m'a permis d'arriver à la conclusion que dès le départ, nous avions été trahis. Dès le départ, c'est-à-dire, Jenner et son fameux, vaccin Vaccine, qui a donné, comme tout le monde le sait, le nom à la vaccination. Jenner, fait, 20 ans de recherche, mais quand on s'attache au premier cas vacciné, il y a une femme enceinte qui a perdu son bébé, un enfant, qui est le sien, qui est devenu, encéphalopathe, et un troisième qui est mort donc on se demande comment avec de tels débuts, Jenner a pu continuer, hein et donc on arrive à la conclusion que, avec ses 20 ans de recherche, ne pouvait plus faire marche arrière. Ça aurait été peut-être pour lui trop dur de remettre en cause 20 ans de sa vie. Donc ça a été une fuite en avant avec, une vaccination par la variole, enfin contre la variole, qui a été la plus grande erreur médicale, et qui a entraîné toutes les autres. Parce qu'en réalité, heu si on prend, la fin de cette histoire, on arrive en 1978, début 79, où l'OMS a éradiqué, la variole. Bon et tout le monde a entendu dire que c'était grâce au vaccin. Erreur. Quand on lit le rapport de l'OMS, qui à l'époque, avant la crise du Covid, se trouvait en 2 clics sur internet, maintenant, il faut chercher un petit peu plus, mais quand on lit ce rapport, ne serait-ce que les 10 premières pages, il est très clair. L'OMS vous dit que dans la quasi-totalité des cas, les grandes campagnes de vaccination ont été, source, d'épidémies et d'une explosion de mortalité. Voilà et qu'on peut conclure aujourd'hui que la variole n'a pas été éradiquée grâce à la vaccination, mais qu'elle a été malgré la vaccination avec un siècle de retard, puisque dès le 19e siècle, les hygiénistes anglais, notamment la ville de Leicester, qui avait refusé la vaccination à cause des terribles ravages qu'elle faisait, cette ville de Leicester avait mis au point, avec le concours de toute la population, une politique d'hygiène générale qui était très efficace et les hygiénistes français avaient tenté de la diffuser, mais on avait préféré la vaccination. Donc en réalité, c'est malgré le vaccin qu'on a pu éradiquer cette maladie et avec un siècle de retard. L'OMS dit bien d'ailleurs que c'est l'isolement en fait, hein. Voilà. Isoler les Alors ce qui est intéressant, c'est une fois qu'on a lu le rapport de l'OMS, c'est de voir comment de décennie en décennie, il y a eu un glissement sémantique pour que, d'une éradication, liée à la fameuse quarantaine, qu'on a pompeusement renommée d'endiguement des contagieux, ça faisait plus moderne, mais en fait, c'est la quarantaine et les gros moyens financiers et en personnel qualifié qui a permis l'éradication de cette maladie. Eh bien, ça, c'était la reconnaissance de la vérité, mais petit à petit, il y a eu un glissement et on en est arrivé à de glissement en glissement, à la maladie a été éradiquée grâce au vaccin, mais c'est un mensonge historique que tout le monde d'ailleurs peut relever, hein. propagande. Voilà. Ensuite, bah, on arrive après Jenner à Pasteur et là, on ne manque pas de sources puisque Pasteur a été extrêmement décrié à son époque et les gens d'époque écrivaient beaucoup, y compris ses collaborateurs, Émile Roux, y compris son gendre et donc on sait la vérité sur Pasteur, qui était quelqu'un, qui lisait beaucoup, qui était chimiste comme tout le monde sait et qui surtout était un expert en marketing puisque, il parlait très bien et avec beaucoup d'aplomb à l'Académie de médecine, à l'Académie des sciences et en fait c'était, certainement, un excellent manipulateur,
Mon confrère Eric Ancelette a écrit un livre magnifique qui s'appelle «Pour en finir avec Pasteur», où toute la psychopathologie de Pasteur est expliquée. Et comme tous ces grands pervers, ils ont une capacité à mentir et à dire le lendemain le contraire de ce qu'ils disaient la veille, sans jamais s'en départir. Et donc voilà, on a toutes les preuves que Pasteur a triché, la fameuse expérience de Pouilly-le-Fort, qu'il a menti, qu'il a falsifié ses travaux, que c'est donc un voleur des travaux des autres, un faussaire, et qui ne mérite pas, l'image que l'on a donnée de lui dans le monde entier. Alors une fois qu'on a déboulonné ce mythe, évidemment, le reste vient avec, et on s'aperçoit que si certains vaccins ont une efficacité relative, elle n'est jamais supérieure aux effets secondaires qu'ils peuvent engendrer. Autrement dit, il n'y a aucun vaccin dont le bénéfice soit supérieur aux inconvénients. Et on peut résumer d'une façon simple, si on a une bonne santé, à quoi bon se vacciner puisque notre organisme saura lutter de la façon la plus adaptée. Et si nous avons une mauvaise santé, il ne faut surtout pas risquer les effets secondaires de toutes ces vaccinations, hein. La crise du Covid nous a permis de montrer qu'un vaccin ou pseudo-vaccin, pouvait être utilisé non pas pour protéger les gens, mais pour leur nuire, ce qui nous a amené à nous poser des questions sur les vaccinations antérieures. Et de constater que les ingrédients qu'ils contenaient, sel d'aluminium, dérivés mercuriels, polysorbate et autres molécules chimiques qui sont, selon les cas, neurotoxiques, cancérigènes, allergisants, ne pouvaient pas, venir du seul hasard, et que, peut-être que les vaccins avant l'ère Covid, étaient utilisés à des fins moins humanitaires qu'on ne pourrait le penser. Voilà. Donc, j'ai fait mon devoir de médecin. J'ai informé, les familles, des avantages, là il y a un grand blanc, et des inconvénients des vaccins, et après chaque famille, a fait, ce, que sa conscience lui dictait. Et c'est pas trop comme réaction en tant que médecin? Alors ça c'est très oui, après 30 ans d'information, quel est le constat? Eh bien, sur 1000 personnes, on va dire, hein, et évidemment ces chiffres sont purement, subjectifs. Et Vous avez une personne sur 1000 qui réagit violemment en étant indignée de tous les mensonges révélés et ayant envie de faire quelque chose, pour promouvoir une vraie santé. Voilà, 1 sur 1000. 1 sur 1000, hein. Vous avez, peut-être, allez, 40 de gens dont ça va, orienter, la vision de la santé dans un sens différent et qui vont, retenir l'information et en tirer les conséquences, hein. Allez, vous avez peut-être, 20 qui vont, à un moment donné, modifier légèrement, mais avec une fragilité qui fera que s'ils tombent sur quelqu'un qui parle plus fort et qui leur fait peur, Et ça dans va les 40 on peut penser que c'est une graine que vous avez semée qui éventuellement, peuvent rebondir oui, derrière? tout à fait, voilà. Et puis il y a un dernier pourcentage où vous alors c'est difficile d'estimer, hein, c'est peut-être, allez 5 en étant optimiste, 5 seulement, de gens pour lesquels vous vous rendez compte que l'information leur passe très, 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 très au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas plus bêtes que les autres, mais psychologiquement, ils ont l'incapacité totale, heu, de de faire rentrer l'information et de la gérer, et donc il y a un déni. Ça ne rentre pas dans la conscience parce que c'est trop pour eux. C'est trop dur, violent, en c'est fait. trop violent, voilà. L'information pour eux est trop violente et ça déborde leur capacité, psychique d'absorption, voilà. Donc là, évidemment, on ne peut rien y faire. Le temps peut amener, moi j'ai été surpris de voir des gens dans les années 95, je leur fais une information sur le vaccin à l'hépatite B. Bon, je ne les revois plus. Et surprise 10 ans après, ils sont persuadés d'avoir toujours pensé que le vaccin de l'hépatite B était mauvais. Donc ça veut dire que la graine que j'ai semée a priori sur une terre non fertile, grâce à moi ou grâce à d'autres, a fini quand même par,
prendre quelques racines, donc ça veut dire que voilà, il faut toujours informer. J'ai toujours fait le choix de ma conscience qui était d'informer. Après chacun, les parents sont responsables, donc chacun se détermine en fonction de sa conscience et de sa vision des choses, mais qu'au final, ça vaut la peine d'essayer, même si l'échec, initial, peut nous faire craindre qu'on a perdu notre énergie, pour rien. Je Dans je l'expérience de 1000 grammes, on voit bien que dès qu'il y a une personne qui va s'opposer à mmh, côté, mmh, ça fait chuter tout de suite ouais, les ouais. concentrations de J'ai j'ai puissance. j'ai une expérience amusante, ouais, une personne qui vient me voir pour avoir le BCG. Bon, à l'époque, c'est un vaccin qui avait plus vraiment la cote, mais qui était encore obligatoire, donc je passe 1 heure pour l'informer sur l'inefficacité totale du BCG, puisqu'on a, une grande étude, celle de l'OMS de 1968 à 1975 en Inde, qui comparait 3 groupes, 2 vaccinés contre un placebo, et la conclusion de l'OMS, c'était: «Absence totale de protection conférée par la vaccination». Donc on peut difficilement être plus clair. Et puis, l'étude faite au Nord au Malawi en Afrique, qui testait 2 groupes, un vacciné une fois contre un vacciné 2 fois. Et dans le groupe 2 fois vacciné, il y avait très exactement 2 fois plus de tuberculose. Bon, donc je passe 1 heure à lui expliquer ça et elle me dit: «Je veux vacciner». Donc elle revient, je lui fais l'ordonnance, elle revient avec le gamin et le vaccin. Je repasse 1 heure à lui expliquer et j'ai quand même fait le vaccin qu'elle demande. Donc voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas intégrer l'information, même si on leur met, toutes les études, les chiffres devant les yeux, ils ne peuvent pas. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent pas parce que c'est trop ancré dans l'inconscient que les vaccins auraient sauvé des millions de vies et que du coup, c'est quelque chose qui est, plus ancré même d'une religion? Oui, 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 c'est un peu de cet ordre-là, hein. Oui, oui, parce que là, c'est complètement irrationnel. Je veux dire, quand on vous fait voir toutes les preuves, et puis c'est pas moi qui les ai faites. Ce sont des études, officielles, connues, estampillées par des grands organismes. Alors, l'OMS, c'est quand même Et puis pas. vous êtes médecin, et c'est vrai que Oui, mais quelqu'un enfin, qui passe au statut pour un médecin qui lui dit ça, elle en trouvera 100 qui lui diront l'inverse. C'est pas c'est ça. tellement le problème, c'est que moi, ce que je dis, c'est argumenté, c'est basé sur des faits, que ces faits ne sont pas contestables et que là, il y a quand même, chez cette personne, mais malheureusement chez d'autres, une incapacité à intégrer des preuves qui lui sont mises sous les yeux, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui vont plus écouter si vous êtes médecin. C'est-à-dire que si on n'est pas médecin, la parole va être complètement, déniée, C'est alors vrai. qu'avec un médecin, ça Oui, oui, sonne un peu plus vite. oui, C'est d'ailleurs pour ça qu'ils mettent la pression sur l'ordre des médecins, bien pour sûr. manipuler les médecins, parce qu'un médecin reste quand même Tout à fait, tout à fait. mmh. Voilà. Donc chemin faisant, voilà, je suis arrivé à cette conclusion sur l'ensemble des vaccinations et puis arrive la crise Covid et là, je suis assez bien préparé parce que je sais comment les vaccins se fabriquent. Il faut 10 ans à peu près pour faire un vaccin qui sera moyennement efficace et moyennement sécure. Donc il est évident que si on nous promet un vaccin 1 an après, soit il a été préparé de longue date, soit c'est pas un vaccin et en l'occurrence, avant que la vaccination soit débutée, c'est-à-dire avant 2021, dès 2020, on avait tous les éléments par différents chercheurs, différents enquêteurs professionnels spécialisés en immunologie, en technique ARN, dans toutes les disciplines, des gens de très haut niveau d'études, professeurs, etc. On avait tous les éléments pour savoir que, un, il ne s'agissait pas d'une vaccination, 2, que c'était une arme biotechnologique, 3, qu'elle était destinée à nuire. Donc on avait beaucoup d'éléments avant même que la vaccination ne soit engagé. Bon, à l'époque, je n'avais plus de responsabilité médicale puisque mes recherches, pendant 30 ans sur les vaccins m'ont amené à être, en but, régulièrement avec le conseil de l'ordre. Au début, c'était des avertissements, bon, puis après, en 2001, j'ai été interdit d'exercer pendant 1 mois pour avoir, prescrit, un médicament en vente libre. Bon, alors, bon, j'étais assez au courant au départ pour savoir que je serais radié tôt ou tard et déjà 20 ans avant de l'être, je pensais déjà à ma future défense. C'est vous dire que, je n'étais pas trop naïf sur ce sujet et je savais bien qu'en écoutant ma conscience, je n'allais pas remplir mon compte en banque, mais m'attirer de gros ennuis. Bon.
mais malgré tout, on ne peut pas faire taire sa conscience quand on en a une. Et donc en 2001, premier coup d'avertissement, 1 mois d'interdiction, je fais appel pour la forme et là je récupère 2 mois d'interdiction. Je fais un pourvoi en cassation pour la forme et normalement quand on fait un pourvoi en cassation, notre, sur le jugement en question, les conséquences sont suspendues. Mais pour moi, non. Il n'y a pas eu de suspension dans l'attente du résultat de la cour de cassation et donc j'ai purgé ma peine de 2 mois d'interdiction, avec les conséquences qu'on imagine, voilà. Les années ont passé, j'ai essayé, d'être le plus possible dans mon rôle de médecin, c'est-à-dire à l'écoute des familles et à les informer le mieux que je pouvais et le 28 juin 2015 est arrivé un drame. Mes petit patient s'est blessé dans son jardin, les parents ont nettoyé la plaie, l'ont conduit aux urgences de l'hôpital, de Tours, Clocheville et cet enfant a été soigné pour cette blessure. Bon, heu je ne ferai pas de commentaire sur la façon dont il a été soigné aux urgences, je n'y étais pas. Ce que je me borne à constater, c'est un fait, c'est que j'ai vu l'enfant 10 jours après les soins faits par l'hôpital avec un tétanos. Le diagnostic a été fait lors de la consultation à mon cabinet, en présence des parents. L'enfant avait un trismus et des contractures, donc j'ai éliminé toutes les autres causes de trismus pour arriver à la conclusion qu'il ne restait qu'un seul diagnostic, le tétanos. Les parents qui sont des gens, instruits, m'ont dit, «Nous y avions pensé, on a eu un cas, dans notre famille» et je leur ai donné, l'enfant étant conscient, pouvant s'alimenter, pouvant parler bien sûr et se mouvoir, je leur ai dit: «Bon, on a un petit répit, avant que éventuellement ça ne s'aggrave». J'ai tenté un traitement en leur disant: «Bah, vous me tenez au courant, d'une façon bien sûr très, très, régulière». Bon, les parents ont probablement paniqué et ont laissé l'enfant s'aggraver de jour en jour pendant 4 jours, au point que l'enfant ne pouvait plus quitter son lit, ne pouvait plus s'alimenter sans que j'en sois prévenu à aucun moment et la maman ne m'a appelé que le 5e jour lorsque l'enfant a été conduit, à l'hôpital dans un état extrêmement grave, ayant même failli, mourir lors d'une crise, hein. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai su qu'il s'était aggravé, durant la semaine, voilà. Je pense que les parents ont été débordés par le stress, par la gravité, donc je ne leur jette pas la pierre à ce niveau-là, mais toujours est-il que cet enfant a fait un vrai tétanos. Bon, heu, a été hospitalisé donc le 28 juin. On lui a fait une sérologie à l'entrée, c'est-à-dire on a testé les taux d'anticorps sanguins avant qu'il ne lui soit fait, un quelconque traitement. Puis ensuite, après les urgences, il est passé en réa et le 30 juin, c'est-à-dire en général une sérologie met un petit peu plus de temps que ça pour revenir, donc en ce qui me concerne, je pense qu'avant tout résultat d'examen, il y a eu une déclaration auprès du procureur et donc j'ai été mis en cause avant qu'il y ait une conclusion sur l'état de cet enfant. Le 30 juin, alors qu'il Mis est en cause hospitalisé. pourquoi finalement? Bah, il y a une enquête a été demandée auprès du procureur, sur déclaration des médecins hospitaliers, voilà. Et je trouve que le délai est quand même très court, parce qu'on aurait pu, vérifier s'il était vacciné avant, ou pas, avant de lancer, cette, procédure d'enquête. Toujours est-il que, j'ai été mis en cause. J'ai toujours dit et je le répète que j'ai vacciné cet enfant. C'est ce qu'a dit la maman à plusieurs reprises. Elle a été, interrogée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois par la police, par la justice. Nous avons toujours, eu, le même discours l'un et l'autre, séparément les uns des autres. L'enfant a bien été vacciné. Heu le 9 octobre, j'étais, avant tout jugement, interdit d'exercer, par l'ARS. Il s'en est sorti, l'enfant? Je vais vous le dire après et j'ai eu un premier jugement le 16 décembre 2015 avec une interdiction de 18 mois, ce qui m'a beaucoup étonné parce que je pensais à une radiation à vie d'emblée, mais en fait, c'est une technique pour vous, épuiser financièrement puisque, chaque nouvelle action judiciaire, eh bien, vous êtes obligé de
prendre les services d'un avocat et donc de dépenser de l'argent. Donc déjà, vous n'avez plus de travail, mais en plus, on vous pompe le peu qui vous reste, en vous obligeant à des frais successifs. Tout ça pour être rejugé dans un jugement qui a, mis mon avocat sur le cul parce qu'il s'est dit: «Mais à quoi je sers moi? À quoi je sers?» Autant le jugement à Orléans en instance, régionale avait, préservé la forme, autant au niveau national, c'était une pure comédie heu, où l'avocat n'avait même pas pu s'exprimer, si vous voulez. Bon, et donc j'ai été radié définitivement en juillet 2016. J'ai été radié à vie, voilà. Alors qu'en est-il de l'enfant? Et bien cet enfant après un mois de réa, extrêmement éprouvant, hein, le tétanos c'est une maladie, réellement grave, et qui, fait souffrir le patient, hein. Et bien, après un mois, l'enfant a repris petit à petit, sa rééducation, sa vie normale, et le 1er septembre, il a repris la rentrée, et le point qui est intéressant à noter, c'est qu'en tant que médecin traitant, je recevais tous les comptes rendus qui décrivaient avec moult détails, les problèmes de l'enfant. Sauf un, et ce compte rendu qui ne m'a pas été adressé, mais qui a été adressé aux parents, c'est la mère elle-même qui me l'a transmis, et j'ai compris pourquoi je n'avais pas reçu comme les autres. C'est que ce compte rendu disait que l'enfant était en parfaite santé, qu'il n'avait aucun séquelles et qu'il n'était pas nécessaire de le revoir. Donc pourquoi je n'ai pas reçu, ce compte rendu? Parce que les experts, on appelle ça le chorus d'experts chargés par l'ARS de, heu, d'évaluer mon affaire, n'a pas fait une vraie enquête, mais un procès à charge. Donc ils ont tout déformé. Il y a 21 erreurs dans ce rapport d'expertise de l'ARS. 21 erreurs. Des erreurs temporelles, c'est-à-dire qu'on vous parle d'un état critique, comme s'il était aujourd'hui, alors qu'il s'agit de plusieurs mois avant. On rapporte des troubles orthophoniques, mais que la mère, heureusement, dit qu'il avait déjà avant d'avoir le tétanos. On change des résultats chiffrés d'un facteur de 10 000. Donc vous voyez, faire une erreur à 10 000 près, c'est plus qu'une erreur, hein. C'est comme confondre le petit pois et le ballon de football, hein. Bon, et on charge en rajoutant des calomnies, ce qui n'a pas sa place dans une évaluation d'expertise, heu et en manipulant toutes les sérologies et tous les chiffres. Donc il ne peut pas s'agir d'erreurs fortuites. Il s'agit bien d'un document falsifié intentionnellement pour me rendre coupable, responsable et coupable du tétanos de l'enfant. Bon, Mais alors, en fait, ce serait pas le premier qui parce que même sur les vaccins, quand on regarde, les vaccins sont pas protecteurs pour tout le monde. Il y a des gens qui ne réagissent absolument pas. Et si cet enfant, il y avait déjà un historique de tétanos dans sa famille, ça sous-entendrait qu'il avait peut-être une forte prédisposition ou quelque chose comme ça. peut-être, parce que c'est la vraie question, pourquoi cet enfant a fait un tétanos? Parce que les enfants qui se blessent, c'est tous les jours, hein. Alors bon, je poursuis, j'essaie de poursuivre dans l'ordre dans la chronologie. Donc l'enfant donc va bien, il avait été vacciné, mais le rapport de l'expertise va dans le sens contraire à cette réalité. Ensuite, il y a des experts nommés par le pouvoir judiciaire maintenant, parce que on va dire que l'expertise de l'ARS, c'est ce qui a servi au Conseil de l'ordre de me radier. Première action, me dégager, du circuit médical, soi-disant pour protéger la population, en réalité pour que je ne puisse plus exercer, mon rôle d'information auprès de la population. C'est surtout ça, le point qui était important. Bon. 2e volet, le volet judiciaire. Donc je suis interrogé d'abord pendant l'année 2015 par la police, commissariat. Une enquête se poursuit. Je suis convoqué en septembre 2016, donc un an après, pour une garde à vue de 36 heures. Là, j'ai la surprise de voir que les parents sont aussi en garde à vue. L'objet est très simple. Cette famille a fait l'objet de calomnies publiques via la Nouvelle République, a fait l'objet d'un pressing,
par la police nationale, ils ont été interrogés de nombreuses fois, a fait l'objet d'un pressing par le pouvoir judiciaire et en gros, c'est soit vous portez plainte contre Brie, soit, c'est l'État qui va porter plainte contre vous. Donc ses parents, qui ont très bien compris que, bah, je n'étais absolument pas responsable du tétanos de leur enfant, puisqu'il s'est blessé chez eux, qu'il a été soigné par l'hôpital et que moi je ne suis arrivé qu'après et que je l'ai bien vacciné puisque la mère était présente et qu'elle a bien vu que je le vaccinais quand il était plus jeune, à plusieurs reprises. Bon, ses parents ne sont pas contre moi initialement, mais par la pression qu'on a mise sur eux, ils portent plainte contre moi. C'était le but puisqu'on ne pouvait rien faire contre moi s'il n'y avait pas une plainte. Voilà. Donc on est tous en garde à vue. Suite à cette garde à vue où je suis emmené, menottes dans le dos, pour, ma mise en examen, j'explique ce que je sais sur le tétanos, à savoir que c'est une maladie non immunisante, ce que tout le monde peut vérifier, hein, il suffit de taper sur Google. Que si la maladie n'immunise pas, bah, le vaccin ne peut pas, créer quelque chose qui n'existe pas dans la nature, hein. Que par ailleurs les anticorps, même s'ils étaient protecteurs, circulent dans le sang suite à la vaccination et que comme la toxine, elle, circule par les nerfs, les anticorps sanguins, en raison de la barrière hémato-encéphalique, ne peuvent pas bloquer une toxine qui passe par les nerfs. Que par ailleurs, on sait depuis 1893 que la sérothérapie, c'est-à-dire l'injection d'anticorps pour vous protéger, ne fonctionne pas et qu'on sait très bien que la sérothérapie n'est ni préventive, ni curative, c'est-à-dire qu'elle ne sert à rien. Bah si, à accroître les risques d'allergies et de problèmes immunitaires, mais elle n'entraîne pas de protection. Donc, j'explique ça et je dis, le juge me dit: «Vous avez des preuves?» Je dis: «Bah oui, je peux vous les envoyer». Donc je réalise une thèse qui est d'ailleurs, à la disposition de tout le monde, que mon avocate ne transmettra pas à la juge d'instruction et qu'elle ne lira pas non plus. Bon, la première juge d'instruction m'avait dit: «Nous avons obligation que cette affaire soit bouclée en 1 an». 6 ans après, l'affaire se poursuivait. Et j'avais plusieurs possibilités. Soit ils avaient d'autres chats à fouetter, soit ils savaient pas trop quoi faire, de mon affaire, soit la troisième option qui était la plus embêtante et qui s'est avérée être, la vraie, ils cherchaient d'autres choses, d'autres faits à m'imputer. En fait, ils ont passé 6 ans à essayer de trouver d'autres cas qui auraient pu alourdir ma peine et c'est là où moi, je crois en Dieu, donc je pense que là, il y a une intervention divine parce que le seul cas qu'ils ont trouvé, c'est un enfant qui avait été vacciné 5 fois par 3 médecins différents et qui, 6 mois après sa dernière vaccination que je lui ai fait juste avant d'être interdit, c'est-à-dire au début octobre 2015, eh bien, en avril 2016, cet enfant qui s'était présenté à Clocheville pour une blessure, suite à une chute de vélo. Quand le père a dit que j'étais le médecin traitant, l'enfant a eu le droit d'office à une prise de sang et il n'avait pas d'anticorps. Et donc ils ont voulu me mettre une deuxième mise en examen avant de se rendre compte que s'ils me mettaient, ce cas sur le dos, ils étaient obligés de mettre en cause les 3 autres médecins qui l'avaient vacciné avant moi. Et donc c'est là que c'est étonnant parce que cet enfant était la preuve qu'on peut être vacciné une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, sans avoir d'anticorps, comme mon petit patient initial est la preuve qu'on peut être vacciné, avoir des anticorps et faire quand même un tétanos. Parce que je vous donne maintenant la fin de l'histoire, c'est qu'en 2021, c'est-à-dire 6 ans après le tétanos, j'ai eu le temps de digérer toute l'affaire, j'ai relu tout le dossier judiciaire à tête reposée et je me suis rendu compte qu'il y avait la preuve de mon innocence. Dans le compte-rendu de réa initial, le médecin honnête, c'est le seul, rapportait la sérologie antitétanique qui avait été faite à l'entrée aux urgences et aux surprises, je l'ai relu 20 fois, 30 fois, cette sérologie était positive.
l'enfant avait un taux 67 fois supérieur au taux protecteur. C'était donc la preuve formelle que je l'avais bien vacciné, comme je le disais et comme la mère de l'enfant le disait. Voilà. 4 experts ont vu le dossier, une vingtaine d'experts du Corus, le cortège de l'ARS, a vu le dossier et la seule chose qu'a fait, l'expert final, donc celui nommé par le pouvoir judiciaire, c'est de rendre 3 feuilles A4, de format A4, de résultats sérologiques, toutes données en unité internationale par millilitre, ce qui est l'unité habituelle pour donner un résultat sérologique, c'est-à-dire d'un taux d'anticorps. Il y avait sur les 3 feuilles A4, une seule sérologie qui n'était pas en unité internationale par millilitre, mais qui était en milligrammes, ce que l'on ne fait jamais, et c'était évidemment celle qui démontrait que j'étais innocent. Il y a donc une falsification intentionnelle, je dirais hautement intentionnelle, pour m'incriminer en, falsifiant la vérité. Voilà. Expert qui, il suffit de faire une petite recherche Google, est, financé par tous les grands labos de vaccins, évidemment. Et alors aujourd'hui, ça donne quoi? Alors aujourd'hui, ça donne quoi? C'est que j'ai été jugé au bout de 8 ans. Ça devait durer 1 an, vous voyez? J'ai montré, ah, c'était à Tours la première fois, j'ai montré la preuve, là, grand blanc parce que, la sérologie était dans le dossier, mais évidemment personne ne l'avait lu. Donc il y a eu un grand flottement, d'un ton très agressif, ils sont devenus beaucoup plus mous et l'avocate de la partie civile a été, je dois dire, assez forte puisque comme dans un match de foot, quand vous êtes en train de perdre, vous demandez une pause, pour, récupérer. Elle a demandé une pause et pendant les 10 minutes, soit elle a été, aidée, soit elle a fait des recherches Google. Elle était devenue experte en sérologie et nous a enfumé tout l'auditoire, d'une façon, je dois dire, très habile, mais très machiavélique parce que finalement, elle disait le contraire de la vérité, mais elle a réussi à semer la confusion. J'ai été condamné, j'ai fait appel et cette fois-ci, j'ai refait ma défense, d'une façon, plus centrée, en me demandant: «Mais comment ils vont faire pour me condamner avec des preuves aussi évidentes?» La réponse, c'est qu'ils en ont rien à faire et donc ils m'ont condamné malgré qu'ils avaient toutes les preuves de mon innocence. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'à l'issue de l'audition, un des membres, du pouvoir judiciaire, mais quelqu'un de subalterne, si vous voulez, il n'avait pas de décision à prendre, est venu me voir en me disant: «Docteur, on est avec vous». Ce qui veut dire que les gens n'étaient pas dupes, ils savaient que je disais la vérité et donc ceux qui m'ont condamné savaient très bien que je disais la vérité. Oui, mais alors ça veut dire que tu prends une valeur responsabilité, c'est quand même, pour les enfants, pour tout un chacun, pour vous, vous êtes quand même vous êtes quand même un innocent qui est condamné, Oui, hein. c'est clair. Voilà, parce que c'est pas comme perdre 5 000 € ou 10 000 €, hein. Voilà, Sa carrière, ils sa ont détruit. vie, Alors, son honneur, sa ils ont voilà, réputation, c'est on perd tout ça en sachant que la médecine, pour moi, c'était ma vocation, c'est-à-dire ma raison de bien vivre. sûr. Donc c'est au-delà d'être ruiné, au-delà de tout ce que vous avez dit, parce que tout ce que vous avez dit est vrai. On perd sa réputation, son honneur, vous avez des sites spécialisés dans la calomnie, voilà, bon. Donc bon, c'est pas le pire, mais enfin, ça ne fait jamais très plaisir, de se voir, sali de cette façon, hein. Mais j'ai surtout perdu ma vocation et c'est ce qui a été pour moi le plus dur à digérer, heu, C'est du meurtre social et c'est un psychique. meurtre. Jésus dit: «Quand on calomnie un homme, on le tue 2 fois». Exactement. Voilà. Exactement. Et j'ajouterais à tout ça Mmh. que les patients, les enfants, heu, la médecine perd quelqu'un qui soigne pour soigner. Donc en fait, parce qu'on voit avec le Bien sûr. maintenant, on a une augmentation en fait dans les soignants, de personnes qui sont
Bien sûr. C'est fou ça. Ouais. Et il n'y a plus ces personnes Mmh. qui, comme vous, étaient foncièrement intègres et avaient foncièrement une vocation qui ramenait un petit peu Mmh. d'humanité, Mmh. d'éthique en disant ah, attention, oh là, bon voilà. Là, s'il n'y en a plus, il Bien n'y a sûr. plus de D'ailleurs, confiance. mon histoire a été, alors bon, ça fait les chaînes nationales, hein, pas seulement régionales. Mon affaire a été montée en épingle pour faire peur aux médecins qui auraient eu une sensibilité C'est comme la ça. mienne ou qui auraient été tentés d'y prêter l'oreille. Donc ceux-ci se sont tus et les plus mauvais, ceux qu'on connaît très bien comme des médecins d'une incompétence crasse, se sont sentis renforcés dans leur illégitimité de faux médecins et se sont mis à taper fort sur la table. Donc on a vu comment on exploite, et comment on met en scène le meurtre d'un médecin, de façon à promouvoir une certaine, idéologie, mortifère. Ouais, Ouais, c'est voilà la chasse et c'est effec l'inverse de la chasse aux sorcières et du charlatanisme. voilà et c'est vrai que ce que vous dites est exact. Quand j'ai pu croiser, d'anciens patients et puis qui me racontaient un peu leur parcours en 10 ans et c'est presque à pleurer parce qu'en fait, certains ont dégradé leur santé et sans me lancer des fleurs, je sais très bien que si je l'avais suivi, ça n'aurait jamais dégénéré de cette façon-là, quoi. Ah mais c'est évident, c'est pour ça que à titre même égoïste, on devrait protéger nos Évidemment. médecins, nos soignants, Bah, de nos toute façon, en 2001, lorsque j'ai été condamné pour avoir prescrit un médicament en vente libre, tous les médecins auraient dû se lever s'ils avaient eu un minimum d'esprit de corps, qu'ils n'ont pas puisque nous sommes sélectionnés ouais. sur concours, donc c'est chacun pour soi et si possible, que moi et pas les autres, quoi. Mmh. Donc les médecins n'ont pas d'esprit de corps et ils n'ont pas compris qu'en me punissant pour l'exercice de ma liberté de médecin, c'était Ils s'ouvraient la porte à être punis eux-mêmes. ils œuvraient et quand il y a eu la crise du covid, j'ai dit: «Bah, voilà le résultat. Maintenant, ils peuvent comprendre ce que c'est de ne pas pouvoir mettre sur une ordonnance ce qu'ils jugeraient être utile à leurs patients. Ils n'en ont plus le droit». Il fallait réagir en 2001. Il Ils ont fallait validé leur voilà association. et un seul médecin de Tours avait dit: «Mais qu'est-ce qu'on fait pour Brie?» et les autres lui ont dit: «Tais-toi, tais-toi». Il y a une justice, pas toujours humaine, des fois, faut attendre longtemps pour la justice humaine, mais de toute façon, il y a une justice divine donc et elle se rapproche. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est je pense est-ce que c'est pas de notre devoir aussi en tant que citoyen, en tant qu'humain de Bien sûr, veiller sur son médecin, son soignant, son enfant, mmh, parce qu'il il il f est nous, hein, on bien est pour sûr nous. et puis aide-toi le ciel t'aidera, il faut pas tout attendre non plus, il faut que C'est chacun se ça, bouge, bien c'est sûr, ça, ça il fait faut que chacun partie se bouge aussi de la et conscience. avoir cette vision que de tout temps, on a cherché à diviser pour régner, c'est le b.a.-ba, hein. Pendant la crise du covid, moi j'ai fait des topos sur chaque vaccin, accessible à tout lecteur. Sauf un, je n'avais rien écrit sur la variole. Bon, alors, j'ai fait cette enquête parce que je savais que le vaccin, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'était pas responsable, de l'éradication, mais en même temps, beaucoup de médecins y croyaient et puis qu'il avait des effets secondaires terrifiants. Comment on pouvait arriver à concilier le fait que beaucoup de médecins avaient cru en ce vaccin, alors que beaucoup voyaient les effets secondaires? Où était la vérité exactement? Où mettre le curseur? J'ai donc fait des recherches et au bout d'un mois, panne sèche. Impossible de tomber sur autre chose que des articles faisant l'apologie du vaccin contre la variole. Par des biologistes, par des médecins, par des historiens, tout le monde s'y mettait. Bon. Bon, mais je suis plutôt persévérant, vous l'avez deviné, donc j'ai continué à creuser. Puis à un moment donné, ça y est, j'ai eu l'article qui m un peu comme, vous savez, la pelote dont vous déroulez le fil, vous avez trouvé le bon bout, vous tirez dessus et tout vient avec, hein et j'ai eu j'ai refait toute l'histoire du vaccin de la variole, en passant bien sûr par la France, puisque 1800, Bonaparte, premier consul, décrète le Comité national de la vaccine. Ces héros, selon l'Académie de Ouais. médecine, ces médecins héros de la France et puis de 25 centres de vaccination. Bon, ça c'est pour la façade. Quand on creuse, qu'est-ce qui se passe? On ne savait pas conserver le vaccin à l'époque. Donc les 25 centres de vaccination, c'est en réalité 25 orphelinats et on profitait que ces enfants n'avaient personne pour les protéger,
pour faire de l'expérimentation sauvage en testant toutes sortes de doses à toutes sortes d'âges, avec un massacre effroyable. Donc ces fameux héros ont fait 80 années d'expérimentation sur les orphelins français, qui étaient traînés de village en village, sachant que c'était souvent des enfants issus d'unions illégitimes, donc particulièrement mal vus de la population. Donc on traînait ces pauvres enfants qui avaient 1, 2, 4, 8 vaccinations au minimum, parfois jusqu'à 50, leur faisant des trous gros comme ça dans les bras et dans les jambes. Voilà. Donc quand on lit ça, on voit ce que c'étaient les héros du comité, national de la vaccine. C'était des bourreaux que n'auraient pas reniés les médecins nazis. Donc Et c'est ce qu'a fait Anthony Fauci Mmh. et c'est ce qu'ont fait encore, lors du covid, Alain Fischer et cetera, en vaccinant 22 990 enfants Voilà. avec des doses adultes sans que jamais Christine Ratini-Carbonel de l'ANSM ne réponde Bien sûr. encore 3 ans après à la question de Laurence Delahousse. Rien n'a changé et pour finir avec la variole, j'ai trouvé au final, intéressant, le travail que j'ai fait a posteriori, parce que ça m'a donné beaucoup de clés pour comprendre le covid. C'était les mêmes techniques Mmh. qu'on avait modernisées et renforcées. Par exemple, quand on veut vacciner toute une population contre son gré, qu'est-ce qu'on fait? On met par catégorie. Alors pour la vaccine, on avait vacciné, les militaires d'abord, il y avait pas le choix, et puis les nourrices, et puis les jeunes filles au pensionnat, et puis ceci, et puis cela, et puis petit à petit, de 1800 à 1900, on rend la vaccination obligatoire de façon universelle. Donc on a déjà le plan pour l'imposer. Maintenant pour les effets secondaires, qu'est-ce qu'on faisait pour la vaccine? Le vaccinateur était payé à l'acte. S'il y avait un effet secondaire, il avait toujours peur qu'on le remette lui en cause, donc il avait tendance à minimiser. Les effets étaient recueillis à la mairie. Le maire ne voulait pas que sa commune soit moins bonne que les autres. On minimisait les effets secondaires. Au niveau départemental, on minimisait. Au niveau national, on minimisait. Donc en fait, après cet écrémage, ne restait plus que des effets secondaires que personne ne pouvait ni nier ni dissimuler, c'est-à-dire la toute petite pointe de l'iceberg. Et lorsque ce vaccin a été supprimé en Allemagne en 1980, 5 ans à 75 pardon, 1975, 5 ans après, on supprimait des centres pour enfants handicapés. Autrement dit, le vaccin contre la variole était le premier pourvoyeur d'enfants handicapés par encéphalite, encéphalopathie. Voilà le résultat, la face cachée des vaccins. Plus on s'y intéresse, plus on est atterré des complicités qu'il a fallu, des consciences qui se sont tues, des victimes par millions et centaines de millions que l'on doit à cette fausse religion qui a remplacé la vraie. Alors, pour avoir lu le livre de Fernand Delarue, il expliquait bien que les mères fuyaient avec leurs enfants pour ne pas qu'ils soient vaccinés Ouais. contre la variole. Les mères éveillaient. Voilà. Oui, Voilà. mais je veux dire, oui, la mère avec son bébé, j'imagine. Ouais. Mmh. On est loin de l'apologie, vaccinale qu'on entend, permanente, voilà. Donc il y a On est encore à l'inverse. il y a encore beaucoup de boulot à faire et c'est sûr que, les choses se sont considérablement aggravées puisque, moi je fais ce petit parcours familial. 1900, ma grand-mère, un vaccin obligatoire et pas chez tout le monde. 1930, mes parents, un vaccin pour, les 2 sexes, peut-être un ou 2-3 pour les hommes à cause de l'armée, mais donc à l'âge adulte, ce qui est très différent. 1960, c'est ma génération. Là, on change de dimension puisque c'est 7 puis 9 vaccins dès les 2-3 premiers mois de vie et c'est généralisé cette fois-ci, c'est universel. 1990, un de mes enfants, on en est à 17 et à l'heure actuelle, on en est à 38. Voilà, donc on voit qu'en Cela n'était pas obligatoire, en fait. alors C'est obligatoire ceux que je polio, c'était tout, hein, c'est ça? oui, ouais et BCG. Il y en a eu, avant l'ère, avant 2018, il y avait diphtérie, tétanos, les 3 polios, ça faisait 5, plus BCG, ça faisait 6 qui étaient obligatoires. Selon comment on compte, c'était ça, hein.
Donc là maintenant, on a il y a 15 maladies, mais enfin, en termes d'immunisation, on en arrive à 38 différents. Donc c'est considérable. Oui, là, c'est assez, monstrueux et ouais. Voilà, là on est obligé d'élargir notre vision à autre chose que de la médecine, à même au-delà du Ouais, politique, ouais. au-delà du philosophique et d'aller, très large pour comprendre ce qui est en train de se passer, à notre échelle. Voilà. Et qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui, en fait? Eh bien, Parce que depuis 2015, vous ne pouvez plus exercer, hein, alors c'est depuis ça? 2015, j'ai non seulement, je ne peux pas, mais j'ai l'interdiction de le faire. J'ai eu l'interdiction, de quitter le territoire français, soumis à un contrôle à la gendarmerie toutes les semaines, donc il fallait que j'aille pointer, Ça fait 10 ans que vous allez à la gendarmerie? non, c'était au départ, c'était toutes les semaines, après ça a été tous les 15 jours, après ça a duré des années, ça a duré plusieurs années. Après ça a été tous les mois, et ça n'a été supprimé qu'en je vous dise pas de bêtises parce que les années se passent vite, 2015, 6 ans, 2023. Ça n'a été supprimé qu'en 2023. Voilà. Et vous vivez de quoi? Bah, j'ai beaucoup alors c'est là que je rends grâce à Dieu, hein. J'ai eu beaucoup d'entraide, beaucoup notamment une patiente agricultrice qui m'amenait des légumes, des choses. Enfin, j'ai eu beaucoup de dons, beaucoup d'aide. Bon, je fais moi-même mon potager, je vends quelques travaux, je fais des ateliers de formation, je fais des conseils, à la personne. Enfin voilà, je fais des petites activités qui me permettent, de continuer à rester debout. Et Voilà. vous gardez le sourire, mais quelle est la est-ce qu'il y a une part de détruit en vous? Bah, Alors oui, je dirais de 2015 à 2018, pour moi, j'étais déjà mort. Mais voilà, la traversée du désert a été quand même, violente. violente. Oui, c'était pas à cause de ma vocation. C'était pas le reste, en Ouais, fait. ouais. C'était parce que ma vie, c'était de soigner les gens, quoi Mmh. et singulièrement, d'être pédiatre, c'était vraiment, quelque chose qui occupait, toute ma vie, quoi, hein. Mmh. Donc c'était le plus dur à surmonter. Aujourd'hui, je vais bien, réellement bien. Voilà, j'ai retrouvé le goût de vivre, j'ai plein de bonnes choses, positives. J'ai toujours été croyant, mais je dirais que ma conversion maintenant est totale et pleine et entière. Je me suis converti par l'instruction. C'est-à-dire que quand on dit croyant, c'est une mauvaise compréhension et le mot a 2 significations, hein. Le sens commun, populaire, on croit, à Dieu comme on croit ou pas au Père Noël. Dans le sens philosophique, la croyance, c'est, un avis qui est fondé sur des faits. Voilà. Et la foi aussi, c'est quelque chose qu'on ressent profondément. Oui, mais pour moi, ça j'ai toujours cru que Dieu existait, mais j'avais besoin, même si je suis très manuel, j'avais besoin intellectuellement de que les choses soient cohérentes et donc j'ai fait, des recherches, alors toute une vie, mais surtout 5 ans, les 5 dernières années, j'ai fait essentiellement des recherches, historiques, scientifiques, théologiques, et je me suis intéressé, aussi bien aux Saint-Suaire qu'à Jeanne d'Arc, qu'aux apparitions mariales, qu'à tous les miracles, mais qui sont hors de proportion avec ce que les gens croient. Les miracles ne se sont pas arrêtés avec Jésus, les miracles sont permanents, il y en a tous les jours et simplement on ne nous les dit pas, mais il y a de très, Mmh. très, très, très nombreux miracles, des guérisons, miraculeuses que la médecine n'explique pas, aux statues, de bois qui se mettent à pleurer ou à saigner et qui sont authentifiées, aux miracles eucharistiques. On dit toutes les ré on met les religions sur le même plan, mais soyons raisonnables, il y a aucune religion, vous avez des apparitions, vous avez des saints, qui sont morts il y a 3 siècles, 4 siècles, et puis qui sont toujours, non décomposés, il y a pas d'équivalent dans aucune autre religion ou courant d'idées. Donc il y a une religion, celle qui est révélée, celle que tout le monde peut découvrir sur des bases rationnelles, c'est-à-dire des faits, des témoignages, des choses que chacun peut vérifier. Et donc moi j'ai fait toutes ces recherches, elles sont toutes concordantes, ce qui fait que rien ne peut, me faire retourner en arrière.
J'ai passé ma vie avec une foi vacillante du fait du manque, Mmh. d'éducation, de catéchisme, que je n'ai pas reçu, non pas à cause de mes parents qui m'y ont inscrit, mais à cause de l'Église qui n'a pas rempli son rôle. J'ai on était au catéchisme de la sixième à la terminale, on ne m'a rien enseigné, ça m'a fait perdre un demi-siècle de perdu parce que des adultes n'ont pas rempli la mission pour laquelle ils étaient, Mmh. à leur poste. Donc moi, j'ai essayé de remplir ma mission de médecin de famille, de pédiatre, en informant, et c'est ce que les gens attendaient. C'est le rôle du médecin. Je n'ai fait que mon rôle et si j'ai été condamné pour faire ça, je n'ai aucun regret car, j'ai fait mon rôle et c'est ceux qui m'ont sanctionné qui devront supporter un jour les conséquences de leurs actes. Mais c'est eux qui Hein. se condamnent, en fait. Ils se condamnent dans la Ils se derrière condamnent, le motif qu'on met à partir dans voilà, l'évolution. ils se condamnent à un niveau qu'ils ne peuvent pas encore imaginer, mais le jour où ça leur tombera dessus, c'est écrit en gros, il y aura des pleurs et des grincements de dents, mais il sera trop tard pour eux. Ah Ouais. ouais, certes. Donc aucun regret, que de la joie, de la fierté, disons-le, hein, d'avoir fait ce que je devais faire. Mmh. Ouais, bah, je crois qu'il y a pas plus ancré ou la force que l'on peut ressentir d'être en accord avec soi Tout à fait. profondément et Mmh. totalement. En fait, il y Mmh. a pas plus fort que ça. Tout à fait. Même si c'est très, très compliqué et c'est assez paradoxal, mais Mmh. oui, c'est Mais c'est compliqué parce que je vois ouais. j'ai été toujours soutenu par ma famille. Et mes parents, parce qu'ils m'aiment, mais ils n'ont pas compris. Ils sont très âgés, hein, ils sont presque centenaires, mais ils n'ont pas compris véritablement pourquoi j'étais sanctionné. Oui, ça fait partie de comprendre tout ce mal absolu Voilà, de l'autre côté, c'est vrai que voilà, c'est difficile. ouais. Malgré tout qu'ils aient continué à vous soutenir, c'est déjà, Oui, c'est déjà bien. c'est une grande preuve d'amour. Je pense que c'est Ouais, une grande ouais, preuve d'amour parce ouais, qu'il y a ouais, beaucoup de gens qui ne sont pas soutenus. On voit dans c'est vrai. les soignants suspendus qui ont été Mmh. totalement abandonnés Ouais, par mes leur parents m'ont famille. toujours soutenu et je me Ouais. rappelle même mon père en 2001 était même venu à mon procès, voilà. Donc mes parents ma famille m'a toujours soutenu, elle a toujours épousé mes vues, on dit que nul n'est prophète en son pays. En termes de médecine, je peux m'inscrire, dans cette exception, mais c'est sûr que ça crée, beaucoup de dégâts, hein, c'est sûr. Ouais. J'y ai laissé quelques plumes. Oui, je n'en doute pas et en fait, votre sourire là présentement est d'autant plus impressionnant en fait. Oui, oui, mais je rends grâce à Dieu parce que, ce chemin, c'est ce qui m'a rapproché de Dieu finalement, et là est l'essentiel Alors, et vu les attaques actuelles au christianisme, vous retombez dans la chasse aux sorcières actuelle, de pas le oui, christianisme. mais je n'ai pas une vocation de martyr, Non, bien sûr. c'est l'essentiel donc Ouais, mes recherches, récentes, m'ont montré tout le trajet de 3 siècles de lutte centrée contre le christianisme et c'est vrai que les gens doivent savoir que tout ce qu'on leur a dit, sur les croisades, sur l'inquisition, sur, l'Église soi-disant, contre la science, tout cela est complètement erroné, dans le meilleur des cas, c'est grossi, dans le pire des cas, c'est exactement l'inverse. c'est ça. Pour la science, c'est assez simple à démontrer que c'est l'Église qui a transmis le savoir par les moines, c'était pas les chevaliers, qui pouvaient faire de la science, ni les paysans, donc c'était les moines qui ont transmis la science. Ceux qui pouvaient, faire des recherches, c'était ni les chevaliers ni les paysans, donc c'est encore les gens d'église qui ont fait évoluer la science et donc l'église a toujours favorisé les recherches scientifiques à l'opposé de ce qu'on enseigne partout. Bien sûr. Voilà, donc il y a beaucoup de mensonges à retourner, mais là, c'est vrai que la somme des mensonges à redresser est telle que la tâche peut paraître, démesurée. Moi, j'ai fait ce travail et j'en suis très, très heureux pour ma vision personnelle. J'ai pu, grâce à des auteurs, comme Pierre Hilard ou, Alain Pascal, dernièrement, redresser et comprendre qu'on est dans un combat spirituel depuis le début,
que ce combat s'est intensifié depuis la Révolution française et que depuis, nous ne sommes pas dans un progrès, mais dans une régression sociétale dont nous avons la preuve aujourd'hui, parce qu'on n'est pas très loin du chaos quand même. Donc, je pense que plus en plus de gens vont prendre conscience que voilà, nous n'allons pas vers le progrès, mais vers le chaos. Et donc, on nous a menti à la source. La source du mal, c'est quoi? Historiquement, c'est la Révolution française. La décapitation de Louis XVI, c'est uniquement un acte symbolique fort pour trancher d'une façon définitive avec le christianisme et que, siècle après siècle, la déchristianisation a entraîné, eh bien, cette société complètement, Dégénéré. dégénérée, la culture est de l'anticulture, la musique est souvent du bruit, ce qui est montré comme beau est d'une laideur repoussante. Je regardais les annonces des films pour Noël, c'est bientôt, l'éventration, et le viol comme spectacle à donner aux enfants. Enfin, on est tombé dans un satanisme évident, même pour les plus, les moins illuminés, vous voyez, hein, ça va devenir tellement évident. Aux Jeux Olympiques ou ce qui s'est Voilà, passé à Toulouse, voilà, c'est voilà. une évidence. Bah, ne les voient pas que ceux qui Que ceux qui refusent voilà, obstinément ceux de le qui sont voir. dans le déni, mais maintenant ça devient évident. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on aurait dit le satanisme. Bon, maintenant il est là, présent, invité à notre table, et sous nos yeux tous les jours. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je n'ai pas peur de dire ce qu'il y a. Il y a urgence à ce que les gens Ouais. aillent vers la vérité et la vérité n'est pas cachée. Il faut gratter à peine pour la découvrir et il faut avoir la volonté, de la découvrir et de l'accepter. Moi, quand je me suis converti, j'ai changé d'avis sur beaucoup, beaucoup de choses. Je n'ai pas Oui, eu je n'ai pas eu peur de modifier mes points de vue dans beaucoup de sujets. Heu, il faut avoir un ancrage fort, revenir oui, sur ce qu'on a appris, ouais, heu, parce que c'est très compliqué, beaucoup plus que d'apprendre quelque chose de nouveau, en fait. Il faut tout d'abord à fait. déconstruire et reposer Voilà, dessus. voilà. C'est beaucoup plus compliqué, Ça ça demande demande un ancrage. En revanche, bah, c'est le seul moyen de transcender une raison d'être, raison de vivre, voilà, raison donc voilà, d'exister. moi mon rôle aujourd'hui, c'est bah, j'ai une vocation d'enseignant, hein, aussi. J'ai fait, pendant plus de 20 ans, l'enseignement de la médecine aux élèves manip radio, aux sages-femmes, aux infirmières. Donc j'ai une vocation aussi, non seulement de soins, mais d'enseignant. Donc j'ai fait plus d'enseignement maintenant, bien sûr, que de soins et donc je propage ce que j'ai découvert qui ne sont pas toujours des sujets, très demandés, mais que moi je juge, fondamentaux. Par exemple, démontrer que l'évolutionnisme est la théorie la plus absurde, qui est contraire à toutes les connaissances scientifiques admises par tous et récusées par personne. Je veux dire, personne ne récuse les lois de Mendel en génétique. Personne, n'est contre, que l'ADN est un stockage d'informations. Je veux dire que vous ne trouverez pas une seule personne qui raconte ça. Eh bien, tout ça sont des preuves que le darwinisme est une théorie morte à enterrer, heu et puis beaucoup d'autres choses que vous pourrez découvrir à travers, mes petits travaux de recherche. Voilà. D'accord, bah, écoutez, on regardera tout ça. Merci beaucoup Mmh. pour cet entretien. Mmh. Merci pour, votre venue aux universités des Loisirs. Mmh. Merci pour cette rencontre, c'était un plaisir Mmh. De même. et bonne continuation à vous. Merci bien. Merci.